Je vois des gaps qui se creusent de plus en plus. Si on voulait faire l'analogie, on a le chemin de campagne et puis l'autoroute en Allemagne. On roule à 15 km/h ou à 250 km/h selon. C'est un petit peu qui m'empêche presque de dormir en ce moment en me disant comment aider ces équipes à faire comprendre que c'est inéluctable et qu'il faut y aller. L'IA, c'est dangereux, un outil qu'on ne maîtrise pas, un outil pour les feignants qui veulent qu'un agent fasse le travail à leur place. Je vois encore pas mal cette vision qui pourrait être ponctuée d'un « moi, j'utilise encore mon cerveau ». Je suis plus dépendante des budgets, je suis plus dépendante de développeurs qui ont fait plusieurs années d'études pour apprendre à coder, mais voilà, je peux réussir à faire quelque chose qui fonctionne. Salut Gaëlle, merci d'être avec moi sur RIA. Salut Tiffany, Ravie. Très contente aussi de participer à ce podcast. Trop chouette. Donc c'est la série où on apprend des entreprises et de ceux qui sont en avance dans leur transformation IA. Et on est focus vraiment conduite du changement. Donc j'ai décidé de te recevoir. Toi, tu es CMO freelance, pour mettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs. Donc tu accompagnes des startups tech et des fonds d'investissement sur la partie positionnement et go-to-market. Et ça donne une expérience et une expertise assez unique, une vision en tout cas sur plusieurs entreprises avec ce côté marketing. Donc tu vois plusieurs entreprises, plusieurs équipes marketing et leur transformation IA plus ou moins rapide. Et puis toi, à titre individuel aussi, tu t'es transformé. Donc on va parler de tout ça dans cet épisode. Et je te propose pour commencer de me raconter un peu une anecdote personnelle. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as eu ton wow moment avec l'IA ? Ce moment un peu où tu t'es dit « Waouh, c'est fou, je peux faire ça ». Je pense que j'en ai deux. C'était en 2024, je crois, fin d'année 2024. Je conduisais une étude... une analyse en fait d'une audience en fait d'adhérents d'une association de dirigeants avec plus de 8000 membres. Voilà, je te laisse déjà te dire ok. Il y avait de la donnée, il y avait beaucoup d'informations et pour faire cette étude pour la première fois en fait j'ai intégré des outils IA pour pouvoir faire de l'analyse quali de corpus hyper important, des interviews de plus de 60 minutes. Une étude de marché quanti avec plus de 2000 réponses à un questionnaire qui devait, à mon avis, comporter une 50aine de questions. Et une grande partie de l'analyse a pu être réalisée grâce aux outils IA, et notamment NotebookLM, qui a permis d'aller déceler des patterns qui étaient répétés chez différents membres et aider en fait à aller définir les archétypes des adhérents de cette association de manière un petit peu plus granulaire. Donc ça, je trouvais ça déjà incroyable. Et puis la data analyse et data visualization aussi, que j'ai pu réaliser grâce à à l'époque, c'était principalement ChatGPT et Claude, y compris en fait en me donnant du code Python. Je ne suis pas dev, je suis capable de comprendre des commandes d'un code Python, mais absolument pas de le rédiger moi-même. Et là, je me retrouvais dans des situations où je savais ce que je voulais mesurer, je savais pourquoi je voulais le mesurer d'un point de vue statistique. J'étais incapable de connaître les formules, bien entendu, mais j'étais augmentée d'un seul coup en capacité de créer des data visualization pour aller chercher des informations complémentaires. Et donc ça, j'ai trouvé ça complètement fou. Ouais, et donc premier wow moment, et après t'étais lancée dans ta transformation IA personnelle déjà. Alors j'étais déjà lancée dans cette transformation parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire être indépendante dans le marketing ? Ça veut dire que soit on travaille de manière individuelle au service d'un client, et donc on a peu ou pas d'équipe, et donc il faut être sur tous les fronts, essayer de bien rentabiliser son temps et d'être performant en fait dans les délivrables qu'on va pouvoir rendre. Et la deuxième chose, c'est que même si on intègre une équipe, mine de rien, on garde tout le temps plus ou moins cette étiquette de prestataire. Et donc,
je considère qu'il y a toujours quand même un petit écart de relationnel, en fait, qui peut avoir entre un prestataire et un client, qui pourrait avoir entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique. Les attentes sont jamais exactement les mêmes. On a plus une obligation de résultat que de moyens, je dirais, par rapport à des collaborateurs. Et donc, le fait de travailler avec ces outils IA, ça m'a permis d'être moins seule, en fait. Donc, moins seule face à des convictions que je dois porter à un client et moins seule face à mon travail en individuel parce que j'ai pas d'équipe avec qui ping-ponger. Donc, c'était dès que les outils IA ont commencé à émerger, je les ai beaucoup utilisés pour pouvoir... presque avoir des conversations avec moi-même, je pourrais dire ça, et m'amener à parfois me voir proposer un embranchement dans les idées, dans la réflexion intellectuelle, qui n'était pas évident pour moi, ou auquel je n'avais pas encore pensé, et qui m'amenait sur une piste un petit peu différente. Quand on parle de positionnement, et un petit peu moins de go-to-market, mais en tout cas de positionnement, c'est vraiment... un truc hyper intéressant, en fait, de pouvoir se challenger en discutant avec... et puis de partir notamment quand tu cherches un positionnement, c'est beaucoup parler avec tes prospects, tes clients, et donc faire des études, ça rejoint ce que tu disais juste au début. Et par rapport à tout ce que tu sais déjà, en fait, toi, tu as tes intuitions, mais l'IA, elle va pouvoir te sortir, regarde, tu as, je sais pas, 20 prospects qui ont vulgarisé un petit peu leurs problèmes de telle façon, et donc tu peux voir des angles morts beaucoup plus facilement. Exactement. Que juste toi, Okay. Ce que j'appelle... plutôt à chaque fois les signes faibles. Et donc, il y a un autre outil, si on va être un petit peu plus concret, que j'ai découvert à peu près à la même époque que celle dont je te parlais, qui est un outil qui s'appelle Marvin, qui est normalement conçu pour les UX researchers ou product researchers, c'est impossible à dire, et qui permet d'aller vraiment faire des recherches approfondies sur les signes faibles, d'aller explorer en fait des informations dont on n'est pas certain, d'aller repiocher des verbatims de manière extrêmement précise. C'est pas hallucinatoire, c'est pas reformulé. On a vraiment le verbatim tel qu'il a été prononcé par la personne. Donc ça, c'est du pain béni pour le marketeur. Mais totalement. Ok. Merci pour cette première anecdote. Je te propose qu'on rentre un peu dans le détail. Donc, je l'ai dit, tu travailles avec plusieurs entreprises. Ça te donne cette perspective un peu unique. Et donc, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que, il y a des différences d'adoption dans les entreprises que tu vois ? Oui, non. Et d'où vient cette différence un peu d'adoption ? Alors, je vois des gaps qui se creusent de plus en plus. Si on voulait faire l'analogie, on a le chemin de campagne et puis l'autoroute en Allemagne. Voilà, donc on roule à 15 km/h ou à 250 km/h selon. Et comme je viens de le dire, j'ai l'impression que l'écart en fait se creuse de plus en plus et que pour ceux qui sont sur les chemins de campagne à 15 km/h, je ne sais pas comment le retard qu'ils vont pouvoir accumuler va se rattraper. Et là, ça m'inquiète un petit peu parce que je pense que un retour en arrière n'est pas envisageable et ne se fera pas. Donc, il faut sauter dans le train. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui m'empêche presque de dormir en ce moment, en me disant comment aider en fait ces équipes à faire comprendre que c'est inéluctable et qu'il faut y aller, et comment mettre petit à petit le pied à l'étrier en montrant en fait tous les use cases qui sont intéressants de déployer sans nuire à la conformité de l'entreprise, sans mettre en danger via des données sensibles. Enfin voilà, en mettant tous les guardrails, comme on dit en anglais, les garde-fous, voilà, pour que les choses soient faites correctement. Ouais, parce que du coup, dans ces entreprises qui sont encore sur le chemin de campagne, d'où viennent les freins ? Qu'est-ce que toi t'observes ? Interromps votre épisode un court instant pour vous parler de notre partenaire Dust. Pour maximiser l'adoption de l'IA dans votre entreprise,
Vous avez besoin de 3 critères essentiels. Un cadre sécurisé qui permet la gouvernance des données et le suivi de l'adoption. Un outil facile à prendre en main pour tous les profils, même les moins tech. Une plateforme collaborative où chaque initiative individuelle devient un actif pour toute l'équipe. Cette plateforme, c'est Dust. Elle vous permet de créer des agents en quelques minutes, sans coder, sur les meilleurs IA du marché, connectés à tous vos outils. Plus de 5000 entreprises leur font confiance, dont Alan, Doctolib, Pennylane, Payfit, Maltz. On les remercie pour leur soutien sur cette série. Allez, retour à votre épisode. Je parlais de conformité de réglementaire. Il y a encore beaucoup d'entreprises et c'est tout à fait légitime. Hein. C'est pas du tout une critique, mais qui ont des contraintes qui sont hyper importantes et qui doivent absolument s'assurer que les données ne vont pas être diffusées à n'importe qui, n'importe où, avec des questions de souveraineté qui sont aussi extrêmement sensibles et importantes. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a aussi forcément le nombre de collaborateurs dans l'entreprise et qui rend le risque plus important, plus il est volumineux, on va dire. Je vois une autre chose, et ça m'embête un petit peu plus, c'est les réfractaires un petit peu par défaut à ces évolutions du mode de travail. Donc j'ai un petit peu vécu Internet, le mobile, j'ai vécu l'arrivée des réseaux sociaux. Je ne veux pas trahir mon âge, mais voilà, j'ai un petit peu tout vécu dans ma carrière professionnelle, et donc j'ai vu que petit à petit l'adoption finissait par arriver, mais là je revois à nouveau en fait ce même schéma s'installer chez un certain nombre de personnes, et bien sûr les plus âgés qui ont l'habitude de travailler depuis des années avec pen and paper ne comprennent pas forcément l'intérêt de déléguer à des agents ou de poser des questions à des LLM avec, je dirais en fait, une vision qui est un petit peu simpliste et que je traduis comme étant en gros l'IA, c'est dangereux, c'est donner en fait un outil qu'on ne maîtrise pas, des données sensibles. C'est un outil pour les feignants qui veulent qu'un agent fasse le travail à leur place. Et je vois encore pas mal cette vision, et voilà, et qui pourrait être ponctuée d'un moi j'utilise encore mon cerveau. Ouais. Voilà, ça m'embête un petit peu plus que les autres raisons que j'ai pu exposer. Et dans les autres raisons, il y a aussi des contraintes budgétaires, forcément, parce que équiper un certain nombre de collaborateurs sur différents outils, ça peut vite chiffrer. Donc, voilà, ça fait partie des freins. Ouais, c'est-intéressant. Donc, en effet, je pense que la transformation, elle vient d'abord, il faut que ça soit permis par le COMEX, parce que c'est quand même eux qui gardent la main sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas dans l'entreprise. Et une fois que le COMEX a dit go sur tel outil, par exemple, ensuite c'est accompagner tout le monde, former, leur donner la possibilité. Mais si du coup on se place sur un CMO, que ce soit toi d'ailleurs qui intervient chez un client ou un CMO qui est salarié, de plus en plus dans la communauté des marketeurs, je pense qu'on voit, il faut aller sur l'IA, mais il faut convaincre au-dessus. Qu'est-ce que toi tu donnerais comme argument ? Enfin, comment tu t'y prends là, si on a un CMO qui nous regarde, qui lui est convaincu à son échelle, mais de dire maintenant il faut que j'aille convaincre mon COMEX. Alors déjà, je dirais pas il faut aller convaincre son COMEX. Je commencerai pas par ça, parce qu'on va encore retomber dans ces mêmes travers de quel outil pour faire quoi, quel use case, montrez-moi des use cases d'autres personnes qui l'ont fait avant nous pour me convaincre que ça vaut le coup. C'est plutôt en fait que ce sujet-là ne soit plus un sujet, et qui va être quelle est la gouvernance qu'on va mettre en place pour pouvoir aller répondre à des problématiques. Donc, quelle est ma problématique ? Quelles sont les hypothèses que je mets en place ? Qu'est-ce que je voudrais obtenir comme résultat ? Donc, quels sont potentiellement les outils dont je pourrais avoir besoin ? Les identifier, les tester, peut-être en version gratuite début, ou déclencher des abonnements qui sont pas très très chers, en travaillant en fait main dans la main avec la DSI, avec les data, mais de manière complètement transparente et surtout pas en shadow si c'est possible, et se dire que c'est une expérimentation comme on le fait dans les métiers du gross marketing ou autre, où on se dit tiens, on va tenter un nouveau canal, on va tenter un nouveau message, on va voir comment ça prend.
Et puis on se donne un temps pour valider ou invalider le succès de cette opération. Et là, en fait, on peut aller voir les décisionnaires qui vont dire « Ok, en effet, ça marche bien, on y va, on déploie. » Et là, et donc ça fonctionne, mais parce qu'on va rentrer. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, il faut que ce soit fait en toute transparence. 2, c'est qu'il faut qu'il y ait une confiance bilatérale, donc des dirigeants envers leurs collaborateurs, en se disant que oui, ils ont en tête en tout cas tous les éléments sensibles liés à l'IA et que oui, grâce à une collaboration avec les équipes data, avec les équipes DSI et tech, les choses vont être faites correctement et que c'est un projet d'entreprise et que c'est pas juste un petit projet en soi. C'est pas encore une lubie du marketing, quoi. Ouais, c'est ça. Mais et puis c'est vrai en fait pour tous les départements projets, ouais. Et qu'inversement, il y ait une confiance aussi de la part des différentes équipes et des différentes business units en leur COMEX en disant voilà, nous on veut faire avancer la boîte, on va faire j'ai même pas envie de dire un POC parce que t'as l'impression que tout de suite ça va être mais voilà, on va faire un essai sur cette problématique-là. On y va step by step. Si ça marche, on déploie et on vous fait le feedback à chaque fois, tu vois. Ouais, très clair. Et je me souviens, quand on a préparé cet épisode, tu me disais que tu voyais encore trop de responsables marketing qui se retrouvaient à justifier l'IA en réunion, notamment par du quantitatif, dire voilà, quel est le ROI qu'on estime pouvoir atteindre avec cet outil, etc. Et tu me disais que c'était un problème un peu, cette logique. Pourquoi et comment tu t'aborderais la conversation différemment ? Alors, c'est un problème et c'est pas un problème. C'est normal, en fait, d'aller chercher du ROI et de plus en plus, on voit en effet qu'on demande, oui, c'est quoi le ROI que tu vas vouloir avoir ? C'est plus, en fait, un ROI qui est... le problème, en fait, c'est qu'il n'est pas complètement mesurable. Il n'est pas complètement mesurable en amont parce que c'est juste des estimations. Il faut être un petit peu honnête au doigt mouillé. Et c'est souvent, en fait, sur... Enfin, déjà, on parlait tout à l'heure d'expérimentation. On ne sait pas si elle va fonctionner, si elle ne va pas fonctionner. Le temps de la mettre en place, potentiellement, c'est du temps qui est perdu par rapport à des méthodes qui étaient déjà installées. Donc, le ROI, au début, il va peut-être même être en défaveur de ce projet-là. Mais sur la durée, il va devenir favorable. Et la deuxième chose, c'est que le ROI, il est aussi bien quali que quanti. Et c'est ça qui est un petit peu plus difficile à déterminer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont aussi qualitatifs, mais qui vont être plus difficiles à prouver. Moi, je me bats pour montrer que tout ce qui est en train de se déployer au niveau IA ne sert pas uniquement à aseptiser si on parle juste de marketing et notamment de création de contenu, de visuel, etc. Donc l'IA ne sert pas uniquement à aseptiser en faisant rapidement beaucoup plus de volume. L'IA peut aussi servir à décupler la créativité, à réinventer des manières de faire les choses. Moi, j'aime bien dire réenchanter les expériences, chose qu'on faisait de moins en moins ces 5-7 dernières années, je dirais. Ouais, souvent pour des questions de budget. Enfin, le marketing s'est vu de plus en plus couper les budgets. Donc, en fait, on aimerait bien faire ce projet hyper ambitieux, mais en fait, il n'y a pas de budget, donc on va faire un petit truc. C'est ça. Finalement, l'IA vient lever ça. Tu vois, la vidéo, les images et tout, tu ne peux pas faire un shooting, mais peut-être que tu peux faire quelque chose avec l'IA. Tu peux nous donner un peu des exemples, je sais pas, de projets que toi, tu aurais menés avec tes clients ou toi en solo Là, j'ai en tête un projet qui est peut-être, on pourrait considérer un petit peu comme gadget, mais c'est un projet que j'aime beaucoup et je sais que tous ceux qui vont écouter cet épisode, quand ils vont entendre le nom de Boyan et qui le connaissent, vont être très contents parce que je commence à avoir un fan club de cet avatar IA que j'ai créé, qui s'appelle donc Boyan, qui est un beau garçon dans la trentaine, un peu awkward, un petit peu gênant dans sa manière de parler. Et qui est un avatar IA que j'ai créé pour venir illustrer un questionnaire de recueil d'insights pour mettre en place, pour prioriser des actions d'une communauté marketing à laquelle j'appartiens. Voilà. Problématique de base, c'est CMO triés sur le volet,
à des postes très importants dans des belles start-up scale-up françaises. Je leur envoyais un questionnaire Typeform. Ça va être chaud. Ouais, personne n'a envie de remplir ça. Bah ouais, mais en fait, c'est le côté cordonnier le plus mal chaussé. On en envoie tellement quand on est CMO qu'au bout d'un moment, toi-même, tu vas entrer dans des pieds, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je voulais rendre le truc, l'expérience amusante, inattendue. Et ma première idée, c'était d'essayer de créer un avatar vidéo qui faisait presque une visio avec toi en temps réel. Donc, qui comprenait les réponses que tu apportais pour pouvoir un petit peu ajuster la prochaine question en fonction de ce que tu venais de dire, un petit peu personnalisé. J'ai pas trouvé ça, donc je me suis rabattue vers du Agen, qui... Enfin, ça fait plus de 18 mois que c'est sorti, hein, c'est rien de très très nouveau. Sauf que c'est la manière dont le produit a été monté qui est un petit peu, pas innovante, mais en tout cas qui n'a pas forcément été faite ailleurs. Donc j'ai créé tout un tas de petites vidéos avec le voice-over de Boyan et sa voix que j'ai aussi créée par un prompt pour qu'il ait cette personnalité, tu vois, un petit peu bizarre, attachante, repoussante à la fois, on ne sait pas trop. Et j'ai créé ensuite un mini-site, une app avec Lovable, ce qui était, parce que je suis un peu feignante, on en parlait tout à l'heure, j'avais quand même prévu que toutes les réponses soient précodées dans l'application pour que l'analyse puisse être faite presque de manière instantanée au niveau des résultats. Donc, du côté back-office, c'était... relativement quand même câblé d'un point de vue technique. Et du côté front, on était dans l'expérience, dans le ludique et le fun. Et je voulais juste, moi, que ça les amuse et qu'ils aient envie de répondre, tu vois. C'était objectif numéro 1. Donc, j'ai diffusé ce questionnaire dans un Slack. Il y a une centaine, peut-être 130 CMO actifs sur ce Slack, avec l'objectif d'avoir un petit peu de réponses. Et puis... en fait, ce qui devait se passer, que j'avais espéré, mais sans y croire trop, c'est que les premières personnes qui ont répondu à ce questionnaire ont réagi dans le thread sur Slack en disant « Oh, mais il est trop drôle ton Boyan » ou alors « Je ne sais pas si je l'aime bien ou s'il me dérange ». Et il y a commencé à avoir, tu vois, pas mal de réactions de la part des personnes, ce qui fait que ça a généré un trafic vers... parce que les autres étaient curieux. Ouais. Exactement. Et donc, sont allés répondre. Et puis, petit à petit, ça m'a complètement échappé parce que Boyan s'est retrouvé mentionné sur LinkedIn. Boyan, presque... Je me demande si je ne vais pas lui faire une page LinkedIn dédiée. C'est devenu, en fait, un membre à part entière de la communauté. Il est cité régulièrement. Et quelques semaines après avoir finalisé ce formulaire, on a aussi créé, donc avec un autre membre de la communauté, un petit assistant qui permet d'aller rechercher dans les conversations. Et c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est l'autre membre de la communauté, Romain. Quand je dis on, c'est parce qu'en fait, il lui a fait un mode Boyan, donc il répond en tant qu'assistant un peu au garde à vous, très, très, très propre, mais il y a son pendant, si on active ce mode-là, qui répond en Boyan. Donc là, le personnage... vit sa propre vie, tu vois, c'est comme si j'avais enfanté une nouvelle fois Trop drôle. ce personnage-là. Donc en fait, c'est très simple, tu vois. C'est plusieurs technos qui ont été associés, donc un peu de travail avec Claude pour faire le script, les questions rapidement, un peu de travail et puis mettre ça dans un Notion pour pouvoir avoir le projet qui est toujours accessible et qui se met à jour, un petit peu de Lovable, un petit peu de Agen, enfin voilà, c'est pas... on n'est pas dans un truc, une usine à gaz monumentale, mais voilà, qui a un effet derrière qui est assez... Ouais, c'est intéressant. Et donc, c'est ce que tu nous disais de réenchanter les expériences, parce que ça. Sur le papier, en fait, tu as juste fait remplir un questionnaire d'études, de besoins à des CMO, donc rien de nouveau, mais tu as réenchanté l'expérience pour maximiser le taux de réponse à ce questionnaire, donc ça, c'est intéressant. Et encore plus intéressant, c'est que tu l'as fait toute seule, là où, dans l'ancien temps, il t'aurait probablement fallu un dev, peut-être même un designer, pour travailler avec toi, pour réussir à sortir ce type de projet. Il m'aurait fallu un comédien, il m'aurait fallu un vidéaste, il m'aurait fallu un monteur. Il m'aurait fallu plusieurs jours, plusieurs milliers d'euros pour réussir à faire ça. Et très clairement, à un niveau associatif, tu mets pas ce genre de moyens pour ça. Tu vois. Juste un questionnaire, clairement. Ouais.
Donc, en effet, on peut voir, à ceux qui nous diraient l'IA, c'est pour les feignants, t'as quand même pas mal bossé toute seule, avec des outils, mais j'imagine que tu as quand même passé du temps et que ça demande aussi d'être créatif. En fait, il faut avoir l'idée de ça, et puis ensuite, comment tu l'organises, etc. Moi, je trouve vraiment que l'IA décuple la créativité, justement. Mais on est d'accord. Moi, je trouve que ça permet ça à partir du moment où tu as cette sensibilité, en effet, de penser l'expérience que va vivre la personne qui est ciblée. Et moi, je trouve que c'est ça qui est chouette. J'ai fait aussi plus de 15 ans dans des agences et sur les 15 ans, pas mal d'années dans la pub. Et dans la pub, on essaie de transmettre aussi des émotions. On essaie de rester dans la mémoire des gens. On essaie aussi de créer un attachement. Et c'est ça, en fait, que moi, j'essaie de faire avec ces outils, plus que juste brancher des agents qui parlent à des agents, qui répondent à des agents et qu'on ne gère plus par la suite. Ouais. Et donc, hyper intéressant d'un point de vue donc les créatifs, parce que beaucoup, dans le milieu du marketing, c'est beaucoup des gens qui sont créatifs, et tu parlais de la pub aussi, tu vois. Et je vois pas mal de personnes qui sont réfractaires à l'IA, certainement parce qu'elles ont peur d'être remplacées. Les copywriters, les designers, tous ces métiers-là. Et je trouve que cet exemple que tu viens de nous donner, il est très parlant pour eux. En fait, c'est oui, votre métier est en train d'être réinventé. Et quand je dis votre, c'est le mien aussi, parce que moi, je suis aussi une marketeuse. Donc, c'est quoi un peu le discours que tu aurais, tu vois, quand tu arrives dans des équipes où justement il y a ces créatifs qui sont parfois un peu réfractaires, parce que certainement plein de peur. Est-ce que voilà, tu leur transmets ce type d'exemple, tu les accompagnes d'une façon ou d'une autre à prendre un petit peu la vague ? J'essaye au maximum, en tout cas, d'apporter un point de vue qui est pas trop pessimiste, même si je suis convaincue qu'il y a des rôles, des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont devoir se réinventer. J'ai une amie qui a posté il y a une semaine ou deux qu'elle changeait de métier. Elle était traductrice et que désormais... c'est trop compliqué, en fait, de vivre de la traduction, puisque les IA sont devenues très performantes, pas aussi performantes que pourrait l'être un humain, qui va réfléchir à chaque mot et l'adapter, mais en tout cas atteint un niveau de qualité qui est suffisant la plupart du temps. Et ce niveau de qualité qui est suffisant, et en plus dans un temps si réduit par rapport à celui d'un traducteur humain, que pour n'importe quel client, en fait, la question ne se pose plus. Donc, sur des métiers comme ça, je suis malheureusement convaincue qu'en effet, le nombre de traducteurs va diminuer et qu'il va rester des personnes qui entraîneront peut-être des IA, qui vont les aider à s'améliorer pour être plus précis, pour être capable de mieux choisir un mot plutôt qu'un autre, une expression plutôt qu'une autre, et pouvoir faire de la supervision. Mais c'est un petit peu pareil pour des métiers de rédacteur et de designer. Quand moi je présente des use cases ou des choses que j'ai pu construire, il m'arrive souvent d'avoir des remarques. Quand je le présente à des publics, oui, mais excusez-moi, moi je suis DA et faut quand même se dire que le résultat que vous avez... c'est pas beau. Je dis, c'est pas beau parce que pour l'instant, c'est juste le premier jet qui a été fait. La réalité, c'est que la semaine dernière, moi, j'ai créé un petit site avec... le site a été monté dans Lovable, mais à partir de créations que j'ai produites via Claude, et notamment un premier mood board, mais parce qu'en fait, j'ai le workflow en tête de comment on crée une marque, comment on crée une identité de marque, comment on crée les assets de marque, et comment derrière on l'exploite, puisque forcément je viens de ces métiers-là. J'ai pas moi-même le talent de faire des choses jolies. J'ai peut-être l'œil, la sensibilité qui fait que je suis capable de juger si quelque chose est attractif, pas attractif, dans la bonne tendance ou pas. Et aujourd'hui, en fait, avec ces outils, j'arrive à le faire. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que en étant créatif, artistique, ces professionnels vont pouvoir aussi mieux piloter les agents, les faire plus vite. Je ne sais pas aujourd'hui à quel point les personnes qui utilisent Figma utilisent les éléments de l'IA pour déployer plus rapidement, mais j'espère que c'est le cas. C'est
voilà, j'essaie d'apporter toujours cette vision de vous allez passer de exécutant à plutôt engineer. Et ça peut être aussi intéressant parce que ça va laisser la place à plein de nouveaux formats, ça va laisser la place à plein d'innovations potentielles au lieu de passer du temps à exécuter parce que vous avez déjà tout en tête et vous allez dire voilà comment exécuter. Ouais. Oui, pour moi, ça donne vraiment un super pouvoir. En fait, un designer qui a toutes ses compétences, il va être encore meilleur à utiliser l'IA. Moi, j'ai un exemple au tout début qu'on a créé l'agence. Il nous fallait un logo et en fait, on n'avait vraiment pas du tout de budget et tout. Je me suis dit, je vais faire un truc vite fait en attendant les 2-3 premiers mois de chiffre d'affaires et on prendra un graphiste. J'ai passé un temps monstre avec... à l'époque, c'était ChatGPT, les premiers modèles d'images. J'ai jamais réussi à avoir un truc qui tenait la route, mais tout simplement parce que c'est pas mon métier, bien que je sois marketeuse. En fait, déjà, je savais pas trop ce que je voulais. J'avais du mal à traduire un peu notre vision. Et puis, je savais pas briefer. En fait, dès qu'il me proposait un truc, je lui faisais des retours, mais il réinventait tout. Et donc, finalement, je sais qu'il y a aujourd'hui des graphistes, des DA qui font des trucs de fou avec l'IA, parce qu'ils savent très précisément prompter. Ou même des photographes, par exemple, qui arrivent à générer des photos parce qu'ils vont être précis sur la lumière, l'angle, tout ça en langage technique. Absolument. Donc, ouais. Je pense qu'un bon exemple à garder en tête, qui est peut-être un petit peu vu et revu, mais c'est la mascotte d'Alan, qui est une... Non, je sais plus quel animal c'est. Je crois que c'est une marmotte, non ? Oui, ou un ours. Ou... Non, c'est pas un ours. Non, justement. En plus, je suis cliente, donc je vois bien le truc. Il me semble que c'est une marmotte. Aurélie va me prêter parce que je sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça a été pensé par un créatif et ça a été ensuite intégré dans des outils d'IA qui permettent à toutes les personnes qui sont dans la possibilité chez Alan de créer des visuels avec cette mascotte, de la mettre dans n'importe quelle situation. Donc, les outils ont été paramétrés, bien programmés, bien promptés pour qu'elle ait toujours exactement son style dans des univers qui sont, en termes d'esthétique et de lumière et d'illustration très très identifiable, mais voilà, demain personne n'a envie de montrer que la mascotte est en train de faire un trail en montagne ou est dans une voiture dans des embouteillages. Elle peut juste prompter mais moi la mascotte machin, et c'est tout le temps la même identité. C'est trop chouette. Ouais, n'importe qui dans l'entreprise, peu importe son métier, peut avoir une illustration comme il le souhaite. J'irai pas jusqu'à dire n'importe qui, mais en tout cas, il existe un outil. Et ce que je voulais pointer du doigt, c'était que il y a des créatifs qui ont créé cette mascotte, des créatifs qui ont créé tout l'univers qui est autour. Ouais. Et aujourd'hui, c'est déclinable à l'infini et par plus de personnes que uniquement des créatifs. On n'est plus dépendant, en fait, des créatifs, de la bande passante qu'ils vont pouvoir avoir. On imagine, tu parlais tout à l'heure de l'ancien temps. Moi, j'ai travaillé, comme je te disais, en agence pendant des années. Une fois que tu as un univers de marque, et en particulier quand il y a une mascotte comme ça, se dire, tiens, là, j'en ai besoin, je vais faire une campagne pour les vacances d'été. J'ai besoin aussi, attends, moi, j'ai une campagne pour la fête des mères. C'est juste avant. Et au niveau de la planification, en fait, tu peux pas tout faire. Là, maintenant, en fait, c'est possible. Et ça, je trouve ça hyper chouette. C'est la revanche créative. Ouais, totalement. Merci bien. Écoute, on avance un peu dans l'épisode. Est-ce que toi, tu peux nous partager un peu, tu vois, si tu devais donner un conseil à un CMO là, qui nous regarde et qui justement bloque un peu sur à la fois l'adoption par son COMEX, par son équipe, etc. Par quoi il doit commencer ? Un truc un peu concret, la première chose à faire. Je dirais vers quelque chose qui va générer un impact assez immédiat, mesurable, et un peu waouh. Et donc, si c'est un CMO, je pense que je commencerai par regarder du côté relations marketing sales. Et donc, peut-être travailler, tu vois, les outils de sales enablement, tous les outils de product marketing, en réutilisant, en fait, les insights
des clients, des prospects. Et en allant, tu vois, construire différentes landing pages, différentes campagnes qui vont s'appuyer sur ces insights qui ont été mesurés, en faisant plus d'écoute client avec toutes les objections. Mais ça, c'est pareil, tu vois, ça va nous ramener à du product marketing. Mais vraiment montrer qu'il y a un avant-après. Voilà. Avant, on écoutait 2-3 calls, on prenait des notes, on allait parler au SDR, BDR, account exécutif, peu importe à chaque fois, pour essayer d'obtenir des informations, mais qui étaient qui étaient pas quantifiées. Et donc, on ne pouvait pas savoir s'il y avait des patterns très, très marqués. C'était juste... en fait, sur la base des feedbacks qui étaient donnés par les équipes. Et donc, du déclaratif, là, maintenant... avec différents outils, on a la capacité en fait de voir quelles sont les objections qui sont les plus fréquentes et se dire ok, donc ça c'est une objection qu'il faut absolument adresser parce que dans je sais pas moi 60% des deuxièmes rendez-vous prospects avant la signature, on l'entend, donc comment on l'adresse et qu'est-ce qu'on va faire. Et ça en fait je pense que quand tu arrives avec c'est un use case de base, mais avec des résultats en fait suite à l'expérimentation de ce use case, je pense qu'on ne peut faire que convaincre les personnes qui sont un petit peu hostiles à ce type de pratique. Donc plutôt aller vers du concret mesurable avec des effets qui sont à très court terme. Et donc c'est du court terme 60-90 jours. Ça peut aller quand même très très vite. Et après, en fait, implémenter des choses qui vont être un petit peu plus créatives, plus expérientielles, dont on parlait tout à l'heure. Ok. Ouais, et j'aime beaucoup le cas entre sales et marketing parce que c'est souvent un peu la guéguerre et les sales comprennent pas trop ce que fait le marketing, etc. Pour compléter, tu m'as donné une idée. Donc moi, je fais 60-70% de ma semaine, c'est des calls prospects. Et je fais aussi le marketing, mais je ne suis pas toute seule à faire le marketing. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un petit agent qui scanne tous mes calls prospects de la semaine. Et chaque lundi, en fait, il envoie 5 idées de posts LinkedIn issues de mes calls prospects. Donc, voilà, comme tu dis, les objections qui reviennent, les questions qui reviennent. Et du coup, j'ai 5 idées. Alors, je ne vais pas forcément écrire les 5, mais ça me permet d'en choisir une. Et le fait que ce soit proactif, c'est-à-dire que ça vient vers moi, c'est beaucoup plus facile, parce que en fait, tu pourrais juste te dire, bah oui, c'est évident, parle aux sales, et du coup, ça va te donner des idées de contenu, mais t'es limité au temps disponible des sales, à quel point eux, ils ont une vision marketing ou pas, etc. Donc, c'est très intéressant comme use case. Démarche du cheval de Troie, en gros. Ouais, exactement. Ouais. Ok, et pour toi, là, si dans 2-3 ans, le marketeur qui n'a pas pris le virage de l'IA, ça ressemble à quoi ? Je ne sais pas. Le marketeur qui n'a pas pris le virage de l'IA, bah écoute, ça va tellement vite, c'est tellement de plus en plus intuitif que je me dis que mon côté optimiste fait que ce sera accessible à tous, comme le smartphone est devenu accessible à tout le monde assez rapidement, même si ça pouvait paraître complexe, notamment pour les populations les plus âgées, ils ont fini par réussir à s'y mettre. Donc ça, c'est mon côté optimisme. Mon côté pessimisme me dit Kodak. Ouais. Le fameux cas Kodak, on n'a pas voulu y aller, on a attendu trop tard et on est complètement largué. Et le fait d'essayer de combler ce retard est trop colossal. Donc, alors pour les marketeurs, en vrai, j'ai du mal à penser que vraiment il y a des marketeurs qui ne se soient pas mis à ça. En revanche, je pense qu'il y aura des entreprises qui n'auront pas pris le bateau à l'heure et malheureusement qui resteront sur le carreau, quoi. Ouais, il y a un vrai gap entre l'adoption individuelle et l'adoption au niveau de l'entreprise. Ouais. Et d'ailleurs, ça crée du shadow IA. Parce qu'il y a des entreprises qui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début de l'épisode, qui sont légitimes, mais qui freinent à y aller. Et pour autant, les individus, eux, de plus en plus prennent conscience. Et aussi, en fait, c'est un sujet d'employabilité, d'upskills, et puis des gens qui sont curieux, qui ont envie. Et donc, comme leur entreprise ne fait rien, eux font sur le côté. Et donc, risque de fuite de données, malgré tout. Des gains de productivité à l'échelle individuelle qui ne sont pas partagés par l'entreprise. Et in fine, en effet, une entreprise qui peut être dépassée. Ouais, mais
J'aime bien utiliser ce mot injustice parce que ceux qui... injustice. Après, moi, je me suis aussi formée toute seule, donc c'est juste ou injuste, mais pour des personnes qui sont full-time dans leur job, qui n'ont pas le droit d'utiliser ces outils-là et qui vont essayer un petit peu le soir, le week-end, de bricoler avec des outils où généralement ils n'ont pas d'abonnement, et donc ils sont dans des versions qui sont allégées, altérées, qui n'ont pas les mêmes types de résultats. Et généralement, en fait, vont avoir une utilisation qui n'est pas aussi centrée sur ces problématiques à résoudre. Tu vois, ça va être... je peux pas l'utiliser au boulot, donc moi, comment je l'utilise le soir, tiens, c'est pour chercher une recette, c'est pour planifier mon voyage, et peut-être moins pour me dire, là, j'ai vraiment besoin d'avoir un tableau comparatif entre tel truc et tel truc. Donc, malheureusement, l'adoption et l'acculturation, même l'auto-formation, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'on crée notre Make Tank secret. Voilà, c'était ma question de fin. Justement, tu m'as teasé juste avant qu'on commence l'enregistrement ton nouveau projet. Ouais. Donc, si tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce que c'est, pourquoi vous le créez ? Alors, je crée, quand le podcast sera diffusé, j'espère que le projet sera en effet déjà sur les rails et qu'on aura quelques résultats concrets. Mais c'est exactement cette conviction que on peut lire, on peut se former au sens où on peut recevoir en fait des informations de la part de personnes qui sont déjà en train de construire, qui mettent les mains dedans en fait, qui essaient, qui échouent, qui retentent jusqu'à réussir à le faire. Quand on reçoit une formation, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le faire derrière. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la force la curiosité, la force de conviction de se lancer et d'aller dépasser des petites barrières technologiques, techniques et qui sont un petit peu complexes. Donc l'idée de ce projet qui s'appelle Hangar Division, donc hangar comme dans les hangars dans lesquels on expérimente, c'est de rassembler des personnes qui sont en avance dans un premier temps, qui testent des trucs, qui n'ont pas peur de tester. C'est vraiment ça. Qui n'ont pas peur d'échouer. Et de rassembler des profils qui sont plus tech, plus créatifs, plus avec des convictions un petit peu globales, mais qui vont aussi être des garde-fous par rapport à tout ce qui est réglementaire, par rapport à ce qui est souveraineté, danger au niveau des datas, etc., pour faire des nouveaux trucs. Tu vois, c'est vague, faire des nouveaux trucs. Mais c'est justement imaginer les produits de demain, quel va être le futur du SaaS, par exemple, imaginer des mécaniques, des réplications, pouvoir tenter peut-être aussi des lancements de produits, des monétisations, pourquoi pas. Mais voilà, y aller en fait et mettre un pas dans le futur et utiliser en fait ces expériences-là pour encourager en fait d'autres à venir à la suite. Donc pour l'instant, on parle de cohorte, une première cohorte inaugurale, on pourrait dire, pour voir ce que ça peut générer comme produit, outil, applicatif. Je ne sais pas exactement ce qu'il y aura. En fait, je suis très curieuse de voir. Et par la suite, des cohortes qui vont venir tester un petit peu plus, peut-être éventuellement aussi des cohortes par niveau d'expertise, voilà, pour ensuite plus mettre le pied à l'étrier de personnes avec, je sais pas, du mentorat. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, mais justement pour que tous les curieux qui ont un petit peu peur de se lancer puissent accéder à tout ça. Et n'aie plus peur de se lancer. Ouais, c'est un beau projet. Et ce que je retiens, c'est que ça va beaucoup passer par l'expérimentation et que ce soit à l'échelle individuelle, tu vas rejoindre quelque chose comme vous le proposez, ou à l'échelle de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire en interne. Je pense que c'est vraiment ça. En fait, c'est créer des moments d'exploration. Et tu dis, c'est un peu vague. Je crois qu'on a tous besoin de passer par ce moment vague de, j'ai un problème, je vais essayer de le résoudre avec l'IA, je sais pas trop comment, où je vais, mais c'est ce chemin en fait qui te permet d'apprendre et de monter en compétences. Exactement. J'ai un problème ou j'ai une idée. Et j'ai une idée, aujourd'hui, j'ai les moyens de le faire seule ou avec une équipe extrêmement réduite. Ça aussi, c'est important. Ouais. Je suis plus dépendante des budgets, je suis plus dépendante de développeurs qui ont fait... plusieurs années d'études pour apprendre à coder, mais voilà, je peux réussir à faire quelque chose qui fonctionne
Sur un prototype. Ouais, carrément. Totalement. Je peux démontrer que mon idée est intéressante. Et la tester au niveau économique aussi. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce que ça trouve son marché? Oui. Ok, bon, maintenant, on met un budget pour augmenter le truc, quoi. Exactement, ouais. Trop chouette. Et merci beaucoup, Gaëlle, pour tous tes partages. J'espère que cet épisode aura été utile à des CMO. Merci à toi de m'avoir reçu. Et puis, hâte d'avoir des feedbacks des auditeurs qui écouteront ce podcast. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.